Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Cannes Série Live. Cannes Série Live, c'est la plateforme digitale de Cannes Série, saison 3, qui est disponible du 9 au 14 octobre en ligne, mais aussi à Cannes, en vrai. Et aujourd'hui, on va parler de science-fiction et de fantastique à la télévision française. Alors, ça va paraître totalement incongru, parce que quand on parle de ce genre-là, c'est se heurter à l'idée reçue qu'il n'y a jamais eu de fantastique et de science-fiction à la télévision française. Il faut bien admettre aussi que nous sommes dans un pays dans lequel, quand on a osé dans les années 60 diffuser la quatrième dimension, il y a eu des lettres, des courriers des lecteurs disant que c'était une insulte au bon sens, que quelque part, quand l'ORTF a osé coproduire une série de science-fiction, de space opéra avec la Bavaria, c'était pour la diffuser finalement à 23h30, une coproduction, et que quand même, et là Romain, je sais que ça va te faire très mal au cœur, dans les années 60, on est quand même le seul pays en France à ne pas avoir diffusé Star Trek à l'époque. On est le seul pays au monde quasiment avec 15 ans de retard. Nous, on a pu voir Star Trek. C'était carrément une catastrophe. Donc déjà pour les séries étrangères, c'était pas terrible. Et on pourrait partir du principe que c'est la même chose avec les séries françaises, qu'en France, on n'a pas produit de fantastique et de science-fiction à la télévision française. Et bien, c'est faux. C'est une idée reçue. Mais le mieux, c'est encore de vous montrer ce qui a été fait, une petite idée quand même des pépites que l'on a pu voir dans les années passées, dans les décennies passées, à la télévision française, dans les années 60 et 70. Vous ne pouvez pas rester ici. Et pourquoi? Le fantôme, vous l'avez oublié? Et si c'est lui que j'attends? T'as fini la vaisselle? Ça va pas traîner. Faudrait peut-être que je recommence. Attention, Eugénie. Eugénie, Tu sais ce qu'on dit des jaloux? attention pour la vie, La jalousie comme le feu peut raccourcir les cordes. on signale. Elle les fait sentir mauvais. Top. Oh, tu m'as battu. Pardonne-moi. Oh, jamais je n'aurais cru ça de toi. Jamais. Excuse-moi. Mais c'est cette télévision du diable! Ça va, mon chéri? Ouais. Tu vas trop mal? Non, ça va. Merci à Lina, parce que c'est grâce à la plateforme Madeleine que l'on peut voir des séries comme La Brigade des Maléfices, comme Belphégor, mais aussi il y en a plus de 1400. Il y a 4000 séries déjà et 1400 contenus. Donc c'est absolument gigantesque. L'offre est vraiment énorme et il y a plein de choses. Là, on a vu un petit peu de Belphégor, il y a aussi L'île aux 30 cercueils, il y a La poupée sanglante, Noir sont les galaxies. Bref, il y a eu énormément de créations dans les années 60 et 70 à la télévision française dans le genre fantastique et science-fiction. C'est assez insoupçonné. Et pourtant, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Quelque part, c'est un peu passé sous le silence. Toutes ces séries-là qui ont passionné le public sont passées sous le silence et il n'y a plus rien eu pendant un moment. En effet, nous, on a fait le constat, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de téléspectateurs, que dans les années 80-90, le genre fantastique science-fiction à la télé française s'est tari. Et puis, depuis une quinzaine d'années peut-être, tout est reparti. Il y a énormément de choses qui se sont faites et qui ont marché sur toutes les chaînes. Sur Canal+, on a pu voir Les Revenants, Section Zéro, La Guerre des Mondes. Sur Arte, il y a eu des choses comme Trépalium, Transfert, Tam, Moloch, qui est présenté à Cannes Série. Sur France Télé, on a pu voir récemment La Dernière Vague, Zone Blanche, Romance, Metal Hurlant Chronicles, HeroCorp pour les dernières saisons. Sur le web de France Télé également, des choses comme Le Visiteur du Futur, Dark Stories. OCS fait des séries comme Mission, fait des séries comme Nu. Netflix, évidemment, produit des séries, commande des séries françaises comme Marianne, Vampire, Mortel, Osmosis, La Révolution, qui sera également présentée à Cannes Série. Même TF1 a fait Le Secret d'Élise avec une sorte de fantôme. Donc voilà, tout ça, c'est depuis une quinzaine d'années. Et nous, la question qu'on se pose, c'est finalement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a permis cette nouvelle explosion depuis ces dernières années? Et pour en parler, nous avons proposé à 3 personnes qui connaissent très bien le genre, puisqu'à la fois c'est
trois individus, trois scénaristes et trois créateurs en sont amateurs, mais en sont également créateurs. Eh bien, on va vous les présenter. On va commencer avec Audrey Fouché, scénariste, qui a travaillé sur Les Revenants pour Canal+, et qui a également travaillé sur Osmosis pour Netflix. On a également avec nous Hervé Admar, scénariste et réalisateur, qui dans le genre fantastique a travaillé évidemment sur Au-delà des murs pour Arte et très récemment Romance pour France 2. Et enfin, notre troisième invité, Simon Astier, scénariste, réalisateur, acteur également, évidemment HeroCorp sur Comédie et France 4, la réalisation également d'épisodes de Mortel pour Netflix, et puis il prépare également une toute nouvelle série qui s'inscrit dans ce genre, ce sera pour Warner TV, une série produite par Making Prod, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler d'ici la fin de cette conférence. Je voudrais commencer par vous demander à toutes et à tous. Là, on vient de voir un ou deux extraits de séries des années 60-70. Est-ce que vous connaissiez les séries françaises que l'on a citées? La Poupée Sanglante, La Brigade des Maléfices. Est-ce que les extraits vous ont dit quelque chose? Moi, je connais parce que je suis sans doute un peu plus âgé que Simon et Audrey. La Brigade des Maléfices, je regardais un peu. Moi, j'ai été très marqué par La Poupée Sanglante quand j'étais alors tout petit. Hein. Et ça m'a marqué stylistiquement. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est très, très daté, mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on voyait rarement déjà à la télévision française. Et ça m'a assez terrorisé. Et puis, ça m'a tout de suite attaché au format feuilleton, enfin le feuilleton, la série. Voilà, mes premiers amours de série, c'était pour cette émission qui était sur la Une à l'époque. On appelait ça la Une, Samedi est à vous, le samedi après-midi, où on voyait à la fois Chapeau melon, bottes de cuir, Les Mystères de l'Ouest, Le Prisonnier, mais aussi des séries francophones, alors pas forcément françaises. Vous vous souvenez, moi, Aux Frontières du Possible, ça s'appelait? Absolument, avec Pierre Vanek et Helga Andersen. C'était un peu ça préfigurait les X-Files, grosso modo. Ouais, exactement, c'était les ancêtres de X-Files. Ouais. Voilà. Un peu comme La Brigade des Maléfices, dont vous avez eu un petit extrait. C'est deux enquêteurs dans un service de la police, donc c'est quasiment X-Files avant la lettre, et c'est les Français qui avons créé ça. Audrey, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué? Alors, moi, dans les extraits qu'on a vus, je ne connaissais que Belphégor, que j'ai découvert relativement récemment, parce qu'en fait, moi, j'étais ado dans les années 90, jeune adulte dans les années 2000, et c'est vrai qu'en fait, hormis la quatrième dimension que j'ai découverte quand j'étais toute petite, grâce à vous, Alain, les rediffusions sur France 3, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, je ne crois pas qu'en grandissant, j'avais accès, en fait, c'était un peu le triomphe du policier, de Navarro, de toutes ces séries-là, à ce moment-là, en tout cas en France. Et c'est vrai que le fantastique, c'était un petit peu morne pleine, moi, dans mon souvenir. Voilà, je voyais des choses comme ça, comme Code Quantum, sur la 6, voilà, dans un tout autre genre. Mais des productions françaises, non, rien ne m'a marqué en grandissant. Simon, toi, il y a eu des choses dans le passé, dans les années 60-70, ou enfin, en tout cas, des séries classiques françaises qui ont, pour toi, qui t'ont marqué dans le genre fantastique? De cette époque-là, non, absolument pas. En fait, je suis hyper friand de voir ce que j'ai vu comme extrait. J'ai envie d'en voir plus. Mais non, de cette époque-là, non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à voir des séries fantastiques quand j'avais l'âge de les voir, ou même un peu trop jeune. X-Files sur M6 et après tout ce qu'il y avait autour. Hein, mais de séries françaises fantastiques, non, j'ai pas d'exemple en tête. Est-ce qu'on peut dire que, grosso modo, pour vous trois, c'est en plus les séries anglo-saxonnes du genre qui vous ont influencé et qui vous ont marqué, plutôt que les séries françaises, même si elles ont existé, mais que quelque part, c'est vraiment plus, on les a citées, les quatrièmes dimensions, les Codes Quantum ou les X-Files qui ont été plus marquantes, quoi. Clairement, oui. Oui, clairement. En plus, je pense qu'on était... Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas du tout cette culture qui progresse un petit peu d'envisager l'art de la série et une histoire de la série. C'est-à-dire que l'histoire de la série française, c'était même pas un super... Enfin, voilà, moi, je suis comme Simon, les extrêmes donnent super envie, en fait, de découvrir. Vous dire que La Brigade des Maléfices, c'est vachement bien. C'est très original, c'est drôle. Simon, ça devrait te plaire. Audrey, c'est vachement bien. C'est une de mes séries favorites. Est-ce que, pour vous, Hervé, est-ce que tu penses qu'il y a un ton, un style spécifique aux séries de SF fantastique à la française? Est-ce qu'on retrouve dans des séries comme Belphégor ou comme d'autres, plus récentes, l'héritage de Jules Verne, peut-être, de Mébius,
je sais pas, je peux rêver là en disant ça, mais est-ce qu'il y a un ton spécifique? C'est une très bonne question. Je pense que l'histoire du fantastique en France, c'est lié à la littérature, beaucoup du 19e notamment. Et s'il y a un ton... Bon, les anglo-saxons, eux, récupèrent la mythologie du western, que moi j'adore. J'adore tout ce qui est série anglo-saxonne, bien évidemment. Mais il me semble qu'en France, historiquement, culturellement, on vient de Franju, on vient de Clouseau, on vient de Cocteau, c'est-à-dire qu'on se réapproprie une forme de poésie et on inclut de la poésie dans un monde plus ou moins réaliste. Voilà. Mais on va pas... et on va récupérer notre histoire et notre culture, notre propre mythologie, plutôt que de s'inspirer de la mythologie anglo-saxonne. Moi, en tout cas, ça a été un peu comme ça que j'ai commencé à travailler sur des séries au début des années 2000, avec Les Oubliés ou Pigalle, où à chaque fois, il y a des fantômes ou des apparitions, des choses comme ça, mais c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on est dans du genre? Pas vraiment. Enfin, si, on est dans du polar pour Les Oubliés, mais oui, on inscrit des éléments fantastiques dans un univers plus ou moins réaliste. Ça a été mon approche. Je sais que c'est pas l'approche de tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Justement, Hervé, ça fait une parfaite transition avec une des questions qu'on avait préparées pour toi. Comme tu l'as très bien dit, sur les premières séries que tu as coécrites avec Marc Herpault, que tu as réalisées, Les Oubliés et Pigalle la nuit. Alors, Les Oubliés, c'était en 2008 et Pigalle en 2009. Il y avait énormément de références, notamment aux contes de fées. Mais en effet, ça restait des histoires réalistes. Il n'y avait pas du fantastique de manière totalement ouverte. Est-ce que c'était aussi à cause peut-être de la réaction des décideurs des chaînes que tu allais voir? Est-ce que tu en parlais ouvertement aux responsables des fictions de France 3 pour Les Oubliés ou de Canal pour Pigalle la nuit? Quel était leur ressenti quand tu évoquais ou pas l'envie d'introduire dans ces polars des éléments plus poétiques? Non, j'en parlais pas, je le faisais dans mon coin, et j'ai proposé Les Oubliés à France 3 en disant, voilà, c'est l'histoire d'un gendarme qui est très proche des familles des victimes. Vous voyez, on est très très loin. Je pense que si j'étais arrivé en disant, bon, alors voilà, c'est Gamblin, il voit des jeunes femmes de 17, 18 ans totalement nues apparaître, et puis c'est des fantômes, mais est-ce que ce sont vraiment des fantômes parce qu'elles lui donnent des indices pour résoudre l'enquête? Bon, ils n'auraient pas acheté la série, je pense. Mais ça, c'est très bien résumé. C'est vraiment ça, quoi. Et ça, c'est ce que toi, tu pressentais, ou tu avais déjà eu des réactions directes de décideurs, soit France 3 ou d'autres projets avant, où vraiment tu sentais qu'il ne fallait pas le faire comme ça? Non, c'était mon intime conviction qu'on ne pouvait pas y aller à cette époque-là, en tout cas, tout à fait frontalement. Si on voulait faire des séries de prime time sur une grande chaîne hertzienne à l'époque, on ne pouvait pas y aller frontalement avec le fantastique. À l'époque, aujourd'hui, on peut, parce qu'il y a eu le formidable travail sur Les Revenants, il y a eu plein de choses, bon, HeroCorp évidemment, il y a eu plein de choses, donc on peut aujourd'hui proposer des choses, et je dirais même que, vous savez, au fond, c'est affreux ce que je vais dire, mais c'est une question d'offre et de demande. Il y a une demande. Aujourd'hui, il y a une demande, tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait une offre. Simon, Hervé vient de parler d'HeroCorp. Toi, HeroCorp, tu étais vraiment précurseur de tout ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on était en 2008 quand ça a démarré. Évidemment, HeroCorp, je ne vais pas faire l'affront de résumer, mais on a de l'humour et des super-héros, mais on ne se moque jamais des super-héros. Mais ce que je pense, c'est que le composant humoristique était indispensable pour imposer un tel projet à l'époque sur la télé française. Pour être très honnête, je pense que ça a dû faire passer la pilule, oui, effectivement, qui est de l'humour, parce que au final, si on met rigolo à la fin du pitch, je pense que tout passe en fait. Si on met c'est l'histoire de super-héros rigolo, ben, ça permet de pouvoir mettre le pied dans la porte et de pouvoir créer quelque chose derrière et de raconter une histoire qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde que ça. Mais au final, oui, c'est pas, moi j'ai utilisé la comédie comme un mode de communication entre les gens et comme une manière de percevoir les choses. Et au final, ça reste une histoire complètement dramatique sur une quête d'identité et c'est très classique. Mais c'est vrai que l'humour a été une vraie porte d'entrée. Après, bizarrement, plus la série naît et grandit, et plus on a un public, et plus on sent qu'on devient une valeur sûre pour la chaîne,
plus on a des libertés, et bizarrement, plus l'humour diminue, et moins important. Et ce qui est assez étrange, c'est que comme c'était plus une pression, c'est limite devenu plus drôle à la fin, parce que c'était plus un enjeu absolu. Mais l'histoire était avant tout le reste. Plus on avançait, plus c'était vraiment dramatique. Audrey, est-ce que toi, tu te reconnais un peu dans ces parcours-là, toi qui as toujours aimé le fantastique, justement avant d'arriver à travailler sur Les Revenants avec l'équipe des Revenants? Est-ce que en interne, à Canal, parce que tu as travaillé sur Borgia aussi notamment, est-ce que tu sentais qu'il y avait un peu ces réticences à aller dans le fantastique? Est-ce que tu as Alors, ressenti des ça? réticences, je pense qu'en fait, pour revenir un petit peu sur l'introduction que vous avez faite, c'était des réticences qui étaient liées à une méconnaissance, tout simplement, parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de séries françaises fantastiques produites depuis très, très, très longtemps. Je pense que les diffuseurs avaient perdu ce savoir-faire-là. Et donc, c'est vrai que alors moi, j'ai rejoint Les Revenants à l'occasion de la deuxième saison, mais c'était intéressant justement parce que suite au succès de la première saison, et quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu trébuché sur quelque chose qui a marché, vous voyez, et on s'est rendu compte, comme le dit très justement Hervé, qu'il y avait une demande pour ça et qu'il y a une demande pour ça. Et c'est vrai que quand moi je les ai rejoints, en fait, ce succès a généré beaucoup d'angoisse parce que finalement, la question se posait, mais qu'est-ce qu'une série fantastique? Comment la prolonger? Et finalement, quel est le modèle de ce qu'on essaye de créer? Et ça a aussi beaucoup joué dans le temps qu'il y a eu entre les deux saisons, parce qu'en fait, on apprenait un peu tous à écrire, à diffuser une série fantastique à la télévision française en 2012. Et c'est vrai que les réponses n'étaient pas évidentes, on tâtonnait, et comme le modèle américain est écrasant, il y a aussi beaucoup alors même que Les Revenants en fait ont beaucoup plu parce que justement c'était une série ancrée en France, et comme disait Hervé, vraiment dans la définition stricte en fait du fantastique. Et pour moi, si on prend Todorov, la tradition de la littérature fantastique, c'est un être qui ne connaît que les lois naturelles et confronté au surnaturel. Et c'est dans cette part de friction que naît le fantastique. Et c'est vrai que je pense que ce qui a fait la réussite des Revenants, c'était vraiment de s'attacher à rester dans une réalité française et à introduire des éléments de fantastique, et donc qui n'étaient pas des éléments de fantaisie. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui fait notre spécificité. Et justement, ça tombe très bien, on parle de Revenants. Je voudrais qu'on revienne en 2012 et qu'on imagine le choc que ça a été quand, en 2012, on voit Canal+ qui nous annonce ça. Les Revenants, la nouvelle série événement, en novembre sur Canal+. Audrey, vous pensez qu'il y a eu un avant et un après Revenants en ce qui concerne, on en a déjà un petit peu parlé, mais en ce qui concerne la vision que les diffuseurs ont eue en France du fantastique à la télévision? Est-ce qu'il y a eu, que Les Revenants, ou est-ce que ça a été une série Canal au milieu des autres, et puis de toute façon c'est Canal et on la refera pas, quoi? Non, parce qu'en fait, tout d'un coup, et je pense que c'est aussi ça qui est un petit peu compliqué quand on pitch un projet de série fantastique, c'est que je crois qu'en France, on n'a pas d'imaginaire qui va avec. Et tout d'un coup, ce qui était super avec Les Revenants, c'est que ça existait, on pouvait s'y référer, ça avait très bien marché. Et j'ai quand même l'impression que ça a ouvert une voie très, très nettement. Pour revenir sur ce que disait Hervé, il y avait moins ce côté un petit peu honteux quand tout d'un coup le pitch auprès de nos diffuseurs basculait dans le fantastique, on nous appelle le dire. Là, voilà, on pouvait se référer à quelque chose qui avait marché, qui avait beaucoup ému les gens, et qui, comme vous le dites, Alain, avait été même repris par les Américains, ce qui est quand même... c'était un truc extraordinaire pour une série française. Mais je crois que quand on écrivait la saison 2, d'ailleurs, les Américains étaient eux-mêmes en train de la finir avant nous. Ils étaient en train d'écrire leur fin avant nous, tellement nous étions, nous, un peu pris dans des questions compliquées. Et justement parce que au moment où la saison 1 a été lancée, cette écriture de série fantastique qui lance des pistes qui doivent durer, des mystères qui doivent durer plusieurs saisons, n'avait pas été réfléchi forcément en termes de saisonnalité aussi. On tâtonnait un petit peu à ce moment-là. Et c'est vrai que ça s'est vraiment inventé en le faisant, en l'écrivant. Et aussi avec le retour des gens qui finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fin de la saison 1 était assez frustrée du manque de réponses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là où tout le monde disait mais enfin, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas pourquoi Victor revient, pourquoi est-ce que les morts reviennent, etc. etc. Et c'était assez paradoxal parce qu'aussi, si on le disait, c'était la fin de
de la série. C'est-à-dire que cette notion de la frustration du mystère, j'avais l'impression que les gens, à l'époque, en tout cas, dans ce choc de redécouvrir ce qu'était une série fantastique, l'avaient vécu finalement assez mal, avec la sensation de rester sur leur faim. Vous avez complètement raison. On était tellement habitués à voir une série qui se continuait à la Lost pour les Américains que quand il s'agissait d'une série française, on s'attendait à ce qu'au bout de 8-10 épisodes, ça soit terminé, qu'elle soit bouclée et qu'il y ait une fin et qu'il n'y ait pas une saison 2. Alors que là, en effet, c'est une série, donc il y avait une saison 2. Hervé, Simon, est-ce que vous avez senti dans la manière dont vous interpelliez les chaînes qu'il y a eu un effet revenant? Est-ce que vous avez senti que les revenants ont ouvert quelques portes? D'abord, ça a ouvert des portes, ne serait-ce que pour moi déjà. C'est-à-dire que, au-delà même des diffuseurs, je me souviens très, très, très bien, très précisément, c'est la première fois que je me baladais dans la rue, dans le métro, où je me souviens aussi à la FNAC. J'ai le droit de citer la FNAC, oui, je la cite. Oh bon. Il y en a une à Cannes, donc c'est bon. Ouais. Et je me souviens d'être à la FNAC, au Halles, à Paris, et j'entends des gens qui parlent des revenants. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'entendais des gens dans la rue parler d'une série française. Et ça, quand on travaille dans la fiction française, ça vous donne envie de mettre en route plein de projets et effectivement de parler, pourquoi pas, de fantastique à la télévision française. Simon, comment tu as ressenti, toi, les revenants, alors que tu étais en plein dans Hydrocorp déjà à l'époque, et que toi, c'était les super-héros et les revenants, c'est plus le fantastique, mais quand même, comment est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce qu'il y a eu un effet? Est-ce que d'un seul coup, on t'a demandé autre chose dans le même genre? Moi, de mon côté, je suis toujours rentré par des endroits un peu étranges dans la fiction, par des portes un peu dérobées, et c'est vrai que d'un coup, on avait l'impression que du côté de la vraie télé, celle avec de l'argent et des moyens, de l'envie et une possibilité de pouvoir diffuser les programmes partout à tout le monde, qu'il y avait une évolution. C'est sûr qu'il y a eu je pense que ça a fait avancer la cause du fantastique et même surtout l'élargissement de la liberté de ton dans les séries. Je ne sais même pas si ça a fait forcément évoluer le fantastique, mais je pense que depuis les séries françaises, alors si on met de côté les laboratoires que peuvent être les OCS, et puis moi les France 4 que j'ai connus, qui ont de la liberté parce qu'ils n'ont pas de moyens et qu'ils dépendent beaucoup moins de contraintes de budget d'audience. Mais c'est vrai que du côté des grandes télés historiques, j'ai l'impression que au-delà du fantastique, ça a juste dit on peut faire une série sur autre chose qu'un problème sociétal et que quelque chose qu'une réflexion sur la société française, nous-mêmes, une vision de ce qu'on est. Voilà. Et j'ai l'impression que maintenant, l'offre de séries est beaucoup plus large et que forcément, ça vient de là, puisque c'est un succès, c'est un vrai succès labellisé, public, critique, indéniable. Oui. Hervé, je reviens vers toi parce que tu étais en plein dedans. En 2016, on parlait de grandes chaînes qui s'ouvrent à l'imaginaire au fantastique. En 2016, il y a Au-delà des murs sur Arte. Alors, on va justement en revoir quelques images. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé un corps à la maison. Et j'hérite de quoi au juste? De la maison? C'est la maison en face de chez moi. On a trouvé le mort. Oui. Je ne connais pas cette personne. En plus, il est mort il y a 30 ans, non?
vous avez fait pour être ici, dans cette maison? Hervé, il a fallu combien d'années pour que ce projet, oui, je te vois sourire déjà, il a fallu combien d'années pour qu'un tel projet arrive sur Arte? Je veux dire, là, on est à fond dans le fantastique, l'horreur, enfin, on est dans le genre à fond, quoi, sur une grande chaîne. Oui, il n'a pas fallu tant de temps que ça, simplement parce que c'est une mini-série de mini-séries. C'est-à-dire que si on était arrivé avec Marc Herpoux, avec l'idée de proposer à Arte, voilà, on va faire 3 saisons de 10 épisodes, on y sera encore. Simplement, on est arrivé avec 3 tout petits épisodes bouclés. Donc forcément, le risque financier est beaucoup plus simple. Et c'est une équation dont nous avions conscience, Marc et moi, en proposant ce projet à la production et à Arte. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, on va vraiment aller dans le fantastique, pas de panique, ça va impacter une soirée sur votre programmation, et puis c'est tout. Et je pense que c'est jamais dit comme ça, mais au fond, c'était une des conditions grâce à laquelle on a pu faire cette mini-série. Voilà. Et aller vraiment dans une proposition de maison hantée, d'horreur à la française, entre guillemets, à la télévision. Alors là, il y a une proposition en effet d'Arte, mais il y a aussi maintenant les plateformes qui existent. Elles sont internationales, il y a Netflix, il y a Amazon. Est-ce qu'elles offrent de plus grandes possibilités pour des créateurs français qui vont travailler dans ce genre-là? Audrey, je sais que vous avez été un peu impliquée dans Osmosis, mais maintenant, bref, quand on veut faire du fantastique, est-ce que Netflix ou Amazon, est-ce que c'est incontournable? C'est un peu paradoxal parce que moi j'ai créé Osmosis, les personnages, les arches dramatiques, etc. Et c'est paradoxal parce que vous avez un interlocuteur américain qui donc est a priori a peut-être un imaginaire plus proche de ce que des références communes un petit peu plus grandes. Et ce qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est que c'est quand même un interlocuteur américain qui fait une fiction sur un territoire français. Donc on garde cette donnée-là, et avec parfois aussi un fossé entre ce que vos interlocuteurs s'imaginent de ce qu'on peut faire en France. Enfin, on tombe toujours un petit peu dans les mêmes problématiques. Mais en tout cas, ce qui est assez agréable avec les plateformes à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a peut-être moins de barrières, ne serait-ce que pour envisager de le faire. Et ça, c'est déjà un gain assez énorme. En fait. Moi, je pense que vraiment, aujourd'hui, effectivement, si j'avais l'idée d'au-delà des murs aujourd'hui, j'irais d'abord voir les plateformes, très clairement. Et il y a aussi quelque chose, je voulais dire, qui est important, c'est que entre le début des années 2000 et aujourd'hui, il y a 20 ans qu'on passait, et les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les diffuseurs, les producteurs, sont tous des gens de notre génération qui ont grandi, qui ont les mêmes références, les mêmes envies aussi, et qui ont envie, comme nous, de sortir du polar, de l'enquête criminelle classique. Ça, Simon, tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pardon. C'est, je trouve, ce qui démarre une forme de révolution des programmes et des ouvertures vers le futur, c'est ça. C'est qu'il y a un vrai turnover des générations. Et juste pour rebondir sur les plateformes, je pense qu'il y a un truc qui fait qu'aujourd'hui, la plateforme est un super outil. C'est que du moment où ton idée, elle est immédiate, où elle peut être vendue tout de suite sur son concept, quelque chose est très très clair, très très lisible comme ça, qui que tu sois, tu peux en fait créer sur une plateforme. Mais je pense que la porte d'entrée, c'est que immédiatement ton projet soit un truc, c'est un produit d'appel avec pas dans le côté noble du terme, mais qui te donne, si tu peux cliquer en disant je sais ce que ça va être, et tu as une liberté incroyable derrière. Voilà. Il faut juste envisager, je ne sais pas si on parle de high concept ou pas, mais il faut envisager aussi les projets comme ça maintenant, comme étant un résumé qui te stimule l'imaginaire absolument tout de suite sur une idée franche et massive.
Alors justement, Simon, on va voir un extrait d'une série sur laquelle tu as travaillé en tant que réalisateur. C'est pour Netflix, une série qui s'appelle Mortel. Il y a déjà une première saison et tu travailles actuellement à la réalisation de la saison 2. Et on va voir des images de la saison 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série. Il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose de mauvais qui approche. Désobéissant. Fourbe. Je t'ai vu coller des affiches pour retrouver ton frère. Je peux t'aider? Attends. Tu crois que si j'avais besoin d'aide, je viendrais voir un clochard comme toi? Je m'appelle OB. Je peux te donner des pouvoirs pour retrouver ton frère. Mais vous devez être 2. Victor! Non! Salut. Mais j'ai besoin de toi, Victor. Faut que tu restes loin de tout ça, Sophia. Chez Kazan. Tu peux pas lui faire confiance. À toi, je te fais confiance. « 53,20 €. Non. Quoi? Pour nous, c'est gratuit. Yo. Pour mon frère, y a rien que je fais pas. Rien. C'est toi, c'est les pouvoirs. C'est comme une drogue, c'est toxique, Sofiane. On peut manipuler genre un dieu. OB se laissera pas faire. Mais vous emportez avec moi! Alors, comme on a pu le voir avec ces images de Mortel, les personnages principaux sont surtout des ados, des lycéens, en tout cas plutôt des jeunes, et c'est un peu le cas finalement de la plupart des séries françaises que commande Netflix, dans Marianne, dans Vampire, même dans Osmosis. Alors, Simon et Audrey, est-ce que vous avez ressenti ça comme une demande vraiment de Netflix ou des plateformes de manière plus large, de s'adresser vraiment à ce public qui peut-être ne regarde plus les chaînes traditionnelles et de produire vraiment des séries pour eux avec des personnages qui leur ressemblent? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Dans mon cas, oui, il y avait même, moi je sais que dans la conception du projet, j'avais des personnages qui allaient en gros de 20, j'avais quelques personnages qui avaient 40 ou 50 ans, et on m'a très clairement demandé en fait, de resserrer la tranche d'âge des personnages autour de une vingtaine d'années, et c'était, en fait, c'est la ligne éditoriale qui voulait que ce soit pour du jeune public. C'était absolument clair, effectivement. Moi, de mon côté, Mortel, qui est écrit par Frédéric Garcia, c'est son projet d'adolescence, limite, qui est le même depuis qu'il l'a créé. Donc, quand il est arrivé chez Netflix, ils n'ont pas changé le projet. Le projet était cette histoire-là. Et quand on connaît Frédéric, on sait à quel point ce projet lui est intime. Donc, en revanche, là où Netflix s'est sûrement dit on peut aller chercher cette cible-là ou ces cibles-là, ou voilà, je pense qu'eux savent très bien le faire quand ils signent un projet. Mais nous, on n'a pas eu de demande particulière sur ça. C'est juste que le projet était constitué d'une histoire qui met en scène des jeunes gens. Donc, on nous a juste donné la liberté pour aller au bout de ça, c'est tout. C'est pas systématique, hein. Je pense que, moi je travaille sur une série Netflix en ce moment, et les personnages ont souvent 40 ou 50 ans, donc eux aussi sont en train d'évoluer. Je pense qu'ils avaient cette cible-là très adolescente pour prendre des parts de marché, j'imagine. Et puis, petit à petit, voilà, ils arrivent je crois qu'ils sont à peu près 7 millions d'abonnés en France, un peu plus, 7 millions et demi aujourd'hui, il me semble. Et donc, ils sont bien obligés, pour continuer à progresser dans l'abonnement, d'élargir, diversifier leur cible, on va dire. Mais là, le projet en question, c'est pas du fantastique, c'est celui sur Notre-Dame, je pense. Oui, alors comme à chaque, c'est celui sur autour de Notre-Dame. Ça s'appelle La part du feu, ça se passe la nuit où Notre-Dame a brûlé. Oui. Il y aura des éléments je ne peux pas trop en parler, évidemment. Vous connaissez la culture du secret de notre ami chez Netflix, mais je peux dire que sans rien trahir, sans trahir personne, que comme dans chaque chose que je fais, il y aura des éléments un peu qui dépassent l'illusion du réel, on va dire.
Hervé, est-ce que Romance, que tu as fait pour France Télévisions, est-ce que tu aurais pu le faire pour Netflix exactement pareil sur une plateforme et qu'est-ce qui a fait que France Télévisions t'a dit oui à ce projet-là? Il faut leur demander. Écoute, là, je vais retourner la question. Est-ce que moi, j'ai fait exactement la série que j'avais envie de faire avec ses qualités et ses défauts. Est-ce que Netflix aurait eu envie de cette série-là sur Netflix? Il faut poser la question à Netflix. Moi, en tout cas, j'ai vraiment fait la série que je voulais faire et il m'a semblé que France Télévisions, parce que justement, on revient au début de notre conversation, la poupée sanglante, l'île aux 30 cercueils, moi, je pense que c'est dans le rôle du service public que de proposer des choses. Alors, attends, il faut se calmer, on n'est pas, c'est romance, ça reste aussi une belle histoire d'amour, un thriller, voilà, on n'est pas dans c'est pas au-delà des murs, hein, j'aurais pas proposé au-delà des murs pour France Télévisions. Mais romance, il m'a semblé que ça avait sa place aujourd'hui dans le service public. Justement, pour parler de l'avenir des différentes chaînes et des projets qu'on proposait à différentes chaînes, comme on l'a vu, des chaînes historiques comme France Télé, on vient d'en parler, Canal, Arte ou des nouveaux diffuseurs comme Netflix se lancent ou relancent le genre fantastique. Mais il y a quand même deux grands acteurs historiques du PAF qui sont TF1 et M6 qui y vont encore très peu. En faisant la petite liste pour préparer cette conférence, TF1, moi j'ai noté Le Secret d'Élise, qui était l'adaptation de série espagnole avec un fantôme. M6, à part la série télé Highlander, il y a 25 ans, j'ai pas trouvé d'autres choses plus récentes, hormis les séries animées. Il y a des séries animées, ça oui, mais c'est un genre complètement différent. Donc, pourquoi, selon vous, ces deux comme piliers du PAF français n'osent pas y aller alors que tous les autres y vont? Arte y va, France Télé y va, Canal y va, les plateformes y vont. Pourquoi est-ce que TF1 et M6 résistent encore? Est-ce que vous avez essayé, vous, peut-être, de faire des choses avec eux, ou est-ce que vous dites que c'est même pas la peine, de toute façon, ça les intéresse pas? J'ai essayé de faire une série avec M6 où il y avait un peu de fantastique dedans et très vite, mes co-scénaristes et moi-même, c'est nous qui leur avons dit on arrête en fait. On arrête parce qu'on sent qu'on ne veut pas faire la même série. Et à la fin, si on ne veut pas faire la même série, vous allez pas être content, on ne va pas être content et les spectateurs ne seront pas contents. Donc, il faut arrêter. Donc, je pense que les exigences en termes j'allais dire de fréquentation, d'audimat et d'audience ne sont pas les mêmes. TF1, M6. Le fantastique, ça reste pardon, hein, je vais employer un vocabulaire de publicitaire, mais ça reste segmentant. Ça reste de la segmentation. Ce sont des niches en France aussi. Faut bien se. Non, mais c'est vrai. On est là-dedans, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, nos amis anglo-saxons font des séries incroyables de SF et de fantastique parce qu'ils les vendent dans 300, ils les prévendent dans 300 pays. Ou dans 200 pays. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que TF1 aujourd'hui, comment produire une série vraiment, vraiment fantastique? Ils vont flipper et ils vont avoir peur de faire que 2 millions ou 2,5 millions de spectateurs, ce qui serait déjà formidable pour une série fantastique. Romance, ça n'a pas bien marché du tout sur France Télévisions, par exemple. Ça a bien marché moi, je suis pour la réhabilitation de l'échec d'audience, donc je vais en parler. Je trouve que Romance a vraiment marché en catch-up, mais n'a pas du tout marché à l'antenne. Et malheureusement, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons. Alors peut-être la série est mauvaise, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais peut-être qu'elle est bonne et qu'il y a d'autres raisons aussi. Est-ce que les publics sont très différents entre TF1, France Télévisions, Arte, Netflix, Amazon, etc. Mais on parlait de segmentation, on est en plein là-dedans, mais c'est peut-être un peu dommage, en effet, qu'un fantastique soit obligatoirement, toute proportion gardée, pour réserver à des 15-35 ans sur des plateformes. Parce que c'est eux qui vont regarder. On parlait tout à l'heure de la nouvelle génération de créateurs et de la nouvelle génération de producteurs. Il y a aussi une nouvelle génération de spectateurs. Tant qu'il n'y a pas de case de fidélisation, de rendez-vous donné aux spectateurs, demandez aux 15-35 ans aujourd'hui qui regarde, je vais me faire des amis chez France Télévisions, qui regarde France 2 à 20h50 entre les 15 et 35 aujourd'hui. Moi, j'ai un fils de 16 ans, je peux vous dire que la touche 2 sur la télécommande, elle n'est pas très usée. Donc,
Donc voilà, moi j'adore le service public, j'adore travailler pour eux. J'ai qu'une seule envie, c'est de leur proposer plein de choses différentes, mais il faut redonner envie aux téléspectateurs, il faut lui redonner des rendez-vous, il faut recréer des cases où on puisse expérimenter des choses, où on puisse y avoir des jeunes créateurs qui arrivent avec des nouvelles idées, peut-être une case à 22 heures, je ne sais pas, avec évidemment moins d'argent en production, malheureusement, mais bon, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et moi, je pense que ce sont les mêmes spectateurs. Les gens qui sont abonnés à Netflix regardent aussi TF1 et regardent aussi Canal. Ce n'est pas la question. Simplement, quand on a envie de regarder une série d'action, une série fantastique, on va plutôt la chercher sur Netflix. Et puis, vous voyez, il y a des habitudes de consommation aujourd'hui qui sont liées aux diffuseurs, en fait. Et il faut casser ce modèle-là, mais c'est très, très compliqué, ça prend du temps. Et qui peut aujourd'hui, en France, à la télévision, peut fonctionner sur du moyen, voire du long terme? Personne. Tout le monde est à très court terme. Tout le monde veut voir les chiffres du lendemain matin. C'est tout. Audrey et Simon, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cet avenir? Est-ce que vous vous dites, malgré cette explosion du genre qu'on a vu ces dernières années, est-ce que ça va durer? Est-ce que vous comptez encore proposer des projets dans le genre fantastique SF? Est-ce que la seule solution, c'est les tout petits budgets comme le fait OCS avec des séries comme Mission ou des copros internationales comme La Guerre des Mondes de Canal? Ou est-ce que vous vous dites, bah voilà, on voit que certaines expériences ne marchent pas toujours. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous comptez encore continuer, persévérer dans ce genre qu'on aime tous? Oui, complètement, mais ça dépend pas des diffuseurs, ça dépend des idées. Faut faire des projets qui rencontrent naturellement leurs diffuseurs. C'est vrai qu'on va pas proposer n'importe quoi à TF1. Malgré tout, TF1 aujourd'hui veut, en fait, parce qu'ils font plus les scores qu'ils faisaient avant. Donc ils ont eu quand même l'audace de mettre en prime des grands standards fantastiques ou prime / fantastique américains qui ont bien marché, mais bon, dès que c'est français, c'est moins libre. Et aujourd'hui, ils veulent. Moi, j'ai été consulté pour une série, je pense que jamais ça n'existera, mais vraiment une série pour TF1 qui mélange des genres, tout. Mais on verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils essayent, ils veulent explorer, et très bien. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'avenir, c'est de proposer des séries courtes. Avec peu d'épisodes et peu de saisons, parce que je trouve que l'offre est tellement énorme que finalement, si on fait des choses très denses et très condensées sur des formats un peu inédits, je crois qu'on a plus de chances de les vendre. Mais je pense que les plateformes forcent les diffuseurs historiques à changer de manière de voir les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de diffuseurs, de nouveaux diffuseurs. Je pense que la télé n'est absolument pas en train de mourir, mais de commencer une espèce de refonte. Je pense qu'elle va se réinventer et que TF1, aujourd'hui, va accepter de se battre pour faire des primes à 3 millions ou à 2,5 millions. Et donc, ça va forcément leur faire bouger un peu les choses, je pense. Mais moi, j'ai espoir dans le futur, évidemment. Tu parlais des nouveaux diffuseurs. L'un de ces nouveaux diffuseurs, qui est une chaîne encore toute jeune en France, c'est Warner TV, pour laquelle tu as un projet. On s'était dit au début qu'on en parlait un petit peu. C'est le moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce nouveau projet? C'est un appel à projet. Ils voulaient lancer leur première série. Et moi, j'ai proposé une série que j'avais avec Stéphane Drouet chez Making Prod, une série de genre, une série sans aucune concession, aucune. Vraiment, le truc, c'est vraiment. Mais bon, on peut le faire encore avec ces gens. Effectivement, c'est pas un énorme budget, mais on trouve des partenaires ailleurs pour financer comme on peut. Et en fait, tout le monde aujourd'hui a envie, mine de rien, je pense que l'arrivée de toutes ces plateformes qui cartonnent et qui ont une liberté de catalogue et de création infinie, puisqu'ils veulent toucher justement tout le monde, toutes les tranches d'âge, donc toutes les séries sont extrêmement différentes et tout, l'offre est dingue maintenant. Donc ça, eux, il y a une espèce de liberté de création que je n'ai jamais eue ailleurs. Et on va travailler avec des partenaires assez incroyables. On va faire un truc de genre joli, léché. Moi, je vais aborder des thématiques que je n'ai jamais abordées encore. Enfin, ça me fait rire parce que franchement, je ne sais pas comment ça peut exister, ce projet. Mais je suis ravi et je n'ai jamais eu de diffuseur comme ça, aussi encourageant, qui me pousse à être encore plus... oui, parfois, quand je vois les discussions qu'on peut avoir avec les diffuseurs, où on a appris à parler à un diffuseur, on sait que pour lui vendre un truc, on va vraiment lui parler de quelque chose de très fort pour faire passer tout le reste en loose et tout. Enfin,
on a tous nos trucs pour faire passer les projets et tout. Et là, rien. Et je dis tout ce que je vais faire. Et ils disent, ah ouais, ok, va plus loin. Et voilà. Alors, le prix de ça, c'est que ça n'a pas beaucoup de budget, mais on attire plein de partenaires qui se disent, ce pari est un peu rigolo et un peu fou, donc faisons-le. Voilà. Mais ça va parler de choses qui viennent d'ailleurs. Et voilà, ça va, Mais j'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte de faire ce truc. Ça faisait longtemps que je voulais passer à autre chose, mais j'avais besoin quand même de digérer et puis d'aller aussi faire d'autres choses ailleurs. Mais là, maintenant, j'ai bien hâte de faire ce projet. Et vraiment, j'ai jamais eu cette liberté-là. Elle me fait rire, elle nous fait tous rire parce qu'elle est jouissive, quoi. C'est des partenaires, hein. C'est des joueurs de ping-pong qu'on a en face. C'est absolument pas des gens qui vont prendre le truc, essayer de le modifier ou de le lisser pour que ça rentre dans… Non, ils veulent un projet qui a une identité absolue et zéro concession. Quand tu dis que ça parle de trucs qui viennent d'ailleurs, c'est d'une autre planète? Voilà, j'allais dire la même chose. J'allais essayer de lui tirer un peu les verres du nez, hein, quand même. Mais après, de toute façon, je pourrais évidemment rien dire de plus. Mais j'adore ce projet et j'ai hâte de le faire. Et en plus, je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous, pendant les événements, là, le confinement et tout, mais moi, je sais qu'il y a quand même des projets où j'ai perdu des partenaires, des choses comme ça. Et ça a été compliqué quand même parce que de financer aujourd'hui les choses, c'est de plus en plus compliqué, surtout sur les terrains un peu alternatifs. Et c'est vrai qu'eux, à aucun moment, ils n'ont douté de ça et on devait tourner en juin et avec les problèmes, les coûts supplémentaires que ça implique, parce que là, je viens juste de terminer Mortel 2 et c'est effectivement des coûts, du temps, c'est très, très compliqué en ce moment de faire ce métier. Et voilà, donc voilà, j'ai une espèce de grand respect à tous ceux qui le font en ce moment, vu les conditions. Et c'est vrai qu'un petit projet comme ça ne peut pas être fait dans les conditions actuelles. Il n'y a pas la logistique, les moyens humains, financiers, il n'y a pas assez. Donc, tout de suite, ils ont accepté de reporter le tournage à avril prochain. Et voilà, c'est des vrais partenaires, comme il n'y en a plus, comme on peut les imaginer dans nos rêves, quoi. Voilà. Ton sourire fait envie, en tout cas. Oui, voilà. Non, mais quand c'est simple… Audrey, est-ce que vous avez des projets dans ce sens ou est-ce que tout ça vous donne envie d'en avoir encore plus? D'avoir le même diffuseur que Simon. Non, moi, oui, de toute façon. Et en fait, quelque part, la question, que ce soit un moment propice ou pas, j'ai l'impression que ce soit pour Simon ou Hervé, c'est la pente naturelle de notre imagination. Donc, on est un peu coincé avec ça, j'ai envie de vous dire. De toute façon, les histoires que j'écris tendent naturellement vers ça. Et c'est vrai que je partage l'optimisme de Simon sur le fait que plus il y a de plateformes, plus voilà, elles sont larges, elles veulent accueillir le genre parce qu'elles veulent produire beaucoup. Moi, ce que je trouve très intéressant en ce moment sur cette question-là, et qui est vraiment unique au moment qu'on vit en ce moment, sur la science-fiction, c'est le fait qu'en fait, on a l'impression que la science-fiction se rapproche tellement du présent qu'elle nous force à réinventer ces histoires-là. Parce qu'on a quasiment l'impression de vivre dans un présent de science-fiction. Et je trouve aussi que cet imaginaire-là, il est difficile, comme le dit Simon en ce moment, mais il est aussi ultra intéressant et ultra passionnant. Parce que voilà, tous les repères qu'on avait, tout ce qu'on pouvait projeter très loin dans le futur, en fait, ça devient quasiment, même pas de la série, mais du documentaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le traite. Moi, par exemple, en ce moment, j'écris une série qui doit se dérouler dans 2 ans. Et finalement, on se dit, mais qu'est-ce que ce sera, le monde dans 2 ans? Enfin, ça devient complètement surréaliste, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des trucs passionnants à être scénariste aujourd'hui en France et à s'intéresser à cette question. Cette discussion était passionnante. Malheureusement, on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à tous les 3, Audrey, Hervé, Simon. Merci d'avoir participé à cette discussion avec nous. C'était vraiment incroyable. On aurait pu continuer encore pendant 1 heure, mais malheureusement, on doit rendre l'antenne, comme on disait il y a très très longtemps. Merci à tous et à tous. En effet, et à toutes d'avoir suivi cette séance sur Cannes Série Live. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver sur la plateforme chaque jour de nouvelles conférences, de nouveaux rendez-vous. Bon festival. Merci encore d'avoir participé à cette conférence sur le fantastique. On y reviendra, on fera, je sais pas, quelque chose sur la science-fiction, les super-héros, je sais pas, on trouvera bien. Merci.
Et Merci. au revoir Ok. alors du coup. Ah ouais, au revoir. Oui, absolument. Au revoir. Merci beaucoup. Eh ben, merci à Ben, tous. merci les amis, c'était chouette. Au revoir. Ouais, c'était Très chouette. chouette, merci. Donc, très bientôt, devant un verre, devant un déjeuner, devant. C'est du fantastique, ça, presque de la science-fiction Oui, maintenant. voilà, ça, c'est de la science-fiction. Ouais, je sais bien, mais justement, j'ai toujours de l'espoir. Je vois toujours un petit peu en avant. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça nous a fait très plaisir de vous avoir tous les trois. Vraiment génial. Merci. Encore. Et bon courage pour vos projets. Simon, bravo, bon courage pour la suite de Mortel. Merci. Audrey, bon courage. Hervé, on attend la suite. Ouais. Eh ben, même chose. Merci à tous. À bientôt, salut. Au revoir. Au revoir.